Je laisse la place à Annie. Bon, bah, c'est pas facile après vous tous et vous toutes, hein, franchement. Bon alors, faire bloc, faire peuple est un slogan qui, moi, m'a parlé d'emblée parce qu'il pose immédiatement l'impérieuse nécessité qu'il y a à amplifier et à solidifier le rapport de force en notre faveur. Si nous avons su mener des luttes nombreuses et exemplaires, et souvent ce sont les plus spontanés qui, en créant la surprise, ont permis pour un temps au moins que la peur change de camp, force est de constater que c'est sur ce « nous » que nous achoppons chaque fois, hélas. L'homme blanc dominant classe, hiérarchise et sépare tout ce qui est, de l'objet à l'être humain, car c'est l'une des conditions pour qu'il puisse conserver sa place de dominant et ainsi que le profit qu'il en tire. Il s'agit pour lui d'imposer cette vision du monde à ce qu'il a toujours considéré comme de la piétaille, c'est-à-dire ce petit peuple subalterne que nous sommes finalement. Et cet homme blanc dominant fait ça depuis longtemps, de sorte que le petit peuple, une partie du moins de lui-même, intériorise cette hiérarchie. Et ça n'a pas nécessité un gros effort, finalement, de la part des Blancs dominés, car ils y trouvent un intérêt indéniable et immédiat. Et notamment, ce sentiment de ne pas être tout à fait de la piétaille, mais autre chose, de plus valorisant. On va voir ça. Bon, avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise d'où je parle. Je m'appelle Annie Lafarge, je suis militante à la France Insoumise et je suis issue du milieu ouvrier blanc. Mes parents étaient des ouvriers à la conscience de classe aiguë, qui ont eu à cœur de nous transmettre cette conscience. De sorte que lorsque je suis entrée dans le monde du travail, c'était avec des bases solides qui m'ont permis de comprendre tout de suite qu'il y a deux camps, qu'il y a une lutte des classes et de savoir à quel camp j'appartenais. J'avais 22 ans et j'avais à choisir, enfin c'est comme ça que je l'ai pris, et je crois que je ne me suis pas beaucoup trompée, j'avais à choisir entre faire carrière et m'épanouir. J'ai choisi de m'épanouir. Je suis donc devenue un peu conseillère en assurance, puisque je travaillais dans une entreprise d'assurance, et beaucoup militante syndicale à la CGT. Rien d'héroïque là-dedans. Je n'étais au fond qu'une héritière, l'héritière des luttes victorieuses passées qui avaient ouvert à ma génération des possibles incroyables. Il faut garder ça en tête. Il s'est passé de très belles choses. Mais sur ce lieu d'exploitation par excellence qu'est l'entreprise, j'ai appris que toute stratégie pour conquérir de nouveaux droits, même si j'avoue avoir surtout connu la lutte pour essayer de ne pas en perdre, toute stratégie est vouée à l'échec si elle n'unit pas les travailleurs et les travailleuses entre eux. Et je ne parle pas seulement du moins de cette unité d'état-major syndicaux qui consiste à additionner les logos et à être ensemble, mais je parle de cette unité qui consiste avant toute chose à tisser entre travailleurs, travailleuses, un solide lien de solidarité. Mais parlons des luttes, car il est très important de parler des luttes. D'abord pour dire qu'elles ne se déclenchent pas sur un claquement de doigts. Je ne pars pas d'une étude sociologique pour l'affirmer, je pars de mon expérience. Les gens sont patients, incroyablement patients. J'ai bien vu dans toutes sortes de mobilisations que lorsque les gens se mettent en mouvement, c'est que beaucoup de lignes rouges ont déjà été franchies, beaucoup de souffrances ont été encaissées, de souffrances que le pouvoir patronal et politique s'acharne à étouffer sous des chapes de plomb. Tout ça pour dire que l'année 2005, si riche en émeutes dans les banlieues populaires, n'est pas arrivée dans un ciel sans nuages. Il a fallu des années et des années de violences de toutes sortes infligées à leurs habitants pour que ça pète. On parle des banlieues. Donc si les violences qu'elles subissent sont de toutes sortes, elles sont toutes enracinées dans le même terreau, celui du racisme et du néocolonialisme, incontournable attribut du système capitaliste. À ces révoltes, qui sont la conséquence des politiques racistes, le pouvoir n'a répondu que par la violence, la répression et un décret d'état d'urgence prorogé 10 jours plus tard par un vote à l'Assemblée nationale. Alors moi, je m'interroge, où étaient les grandes organisations politiques de gauche et les grandes organisations syndicales de travailleurs à ce moment-là? Mais 2005, comme on le dit sur notre visuel, c'est aussi l'année du référendum sur la Constitution européenne. Alors que nous subissions une propagande médiatique ininterrompue en faveur du oui, badaboum, le non l'emporta haut la main, plus de 54%, montrant par là même qu'en dépit de toutes les injonctions, rien n'est jamais joué d'avance. Rien n'est jamais joué d'avance, à tel point qu'en 2008, badaboum, Sarkozy, soutenu au Parlement par l'UMP et le PS, entérinait le traité de Lisbonne, qui n'était rien d'autre que la Constitution européenne que les gens avaient massivement rejetée 3 ans plus tôt. Le capital ne renonce jamais.
À cela, nous devons opposer une ténacité égale. Nous ne devons jamais renoncer. En tout cas, par cet acte, Sarkozy et ses alliés se livraient au jeu préféré des dominants, piétiner la piétaille, blancs et racisés confondus, en niant leur volonté, en niant leur expression, en abolissant la démocratie à ce moment précis où le bloc bourgeois définissait la manière dont notre monde s'organisait. C'est aussi ça d'une violence extrême. Cette même constitution européenne continue de régenter nos vies par le néolibéralisme assumé et sa concurrence dite libre et non faussée, qui n'est en fait rien d'autre que l'organisation de la guerre de chacun contre tous. Cela se traduit dans les entreprises par un management brutal, source d'une grande souffrance, avec par exemple 35 suicides entre 2008 et 2009 chez Orange. Il semble d'ailleurs que cela reprenne depuis 2 ans, si j'en crois les diverses parutions syndicales au sein de cette entreprise. Mais c'est aussi l'ancienne de la culture du résultat appliquée dans la police par devinez qui, par Sarkozy à partir de 2002. Le bloc bourgeois appelle ça la société du mérite, qui consiste à évaluer le travail à l'aune d'un objectif et d'un résultat chiffré. Pour faire court, le but du travail est d'aligner des bâtons dans des colonnes ou dans des lignes et est considéré comme le plus méritant, celui ou celle qui a le plus de bâtons. On appelle ça la bâtonnite. Un contrôle, un bâton, un contrôle, un bâton, etc. Si le contrôle au faciès n'est pas nouveau, on peut imaginer sans trop risquer de se tromper que la bâtonnite n'a pas dû arranger les choses dans les quartiers. Il faudrait être bien naïf ou d'une mauvaise foi crasse pour prétendre que cette méthode de management n'a eu aucune conséquence sur les contrôles que subissent les jeunes dans les quartiers, contrôle au faciès, violence, humiliation. Rappelons que cette culture du résultat a été concomitante à la suppression de la police de proximité qui, normalement, dans ses missions, devrait intégrer la réponse aux besoins de la population, ce qui l'éloigne alors de la bâtonnite et donc de la culture du résultat. En quelque sorte, Sarkozy détruisait un outil de prévention et stimulait une pratique répressive ciblée sur une population. Des jeunes meurent de ce genre de choix. Zied et Bouna sont morts et ce n'étaient pas les premiers de l'année 2005. Cette constitution européenne est aussi le cadre qui voit naître et se développer le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Les Gilets jaunes sont aussi les victimes de la concurrence libre et non faussée. Les gens se révoltent d'abord contre la hausse des prix du carburant, puis les demandes portent sur la démocratie et le RIC. Toute revendication très politique, puisqu'elle porte sur quelque chose, sur un meilleur partage, même si c'est assez timide finalement, des richesses, et aussi le droit d'intervenir directement dans la vie politique. Cette mobilisation populaire, essentiellement blanche, a eu à subir les violences que nos jeunes des quartiers avaient essuyées 13 ans plus tôt. Au travers de ces exemples, on voit bien que la piétaille ne désigne finalement qu'une seule chose. Elle désigne ce que les dominants considèrent, eux, comme de la piétaille. Ce sont les exploités. Comment se fait-il que ces derniers et ces dernières ne trouvent pas le moyen de faire le lien entre tout ça et s'abandonnent les uns les autres quand il faudrait être ensemble? Qui abandonne qui, en fait? Pour moi, les premiers abandonnés, ce sont ceux qui prennent les coups en premier. En l'occurrence, les gens des quartiers, qu'on a laissé subir tous ces trucs sans que ça devienne un sujet de lutte à part entière pour nous tous et nous toutes. Alors, il est clair que nous, les Blancs, on a une responsabilité particulière. Parce qu'en dépit des difficultés qui sont les nôtres et qui sont réelles, nous avons une responsabilité puisque nous sommes tout de même des privilégiés dans un monde particulièrement pourri. De sorte qu'on ne s'est pas senti concerné par le sort des personnes racisées. Et c'est ce privilège que je voudrais un peu pointer du doigt maintenant. La vie est plus facile quand on est blanc, mais pourquoi? Ça paraît assez simple, on ne subit pas le racisme systémique, on ne subit pas les contrôles aux faciès, on ne subit pas les discriminations à l'embauche, on ne subit pas les discriminations quand on recherche un logement, etc. Mais en fait, cette liste des privilèges, ce sont les personnes racisées qui sont sans doute les plus amènes de l'adresser. Mais elle existe, cette liste. Et elle constitue une source de séparation sérieuse, robuste, entre nous, blancs et racisés. Et tant que nous, les blancs, au premier rang desquels doivent bien sûr figurer les blancs clairvoyants sur la situation, tant que nous n'intégrerons pas que cette barrière existe bel et bien et qu'il faut la battre dans chacun de nos actes et dans chacune de nos luttes, il sera impossible de faire bloc. Comment l'abattre sinon en revendiquant la fin de ce privilège empoisonné qui est le nôtre, parce qu'il nous affaiblit, empoisonné parce qu'il nous affaiblit, et qu'il nous fait perdre nos combats. Il faut donc nous mobiliser pour l'égalité. En termes de droit, bien sûr, il est essentiel d'affirmer les principes et de les affirmer en droit. Mais dans nos têtes, ça n'est peut-être pas le plus difficile. J'ai le sentiment que le plus difficile est d'abandonner un regard en surplomb sur les personnes racisées et sur les luttes qu'elles mènent,
car on veut l'égalité et paradoxalement, on trie entre les bonnes et les mauvaises revendications, entre les bonnes et les mauvaises méthodes de lutte, entre les bons et les mauvais slogans. Nous devons nous délester de ce regard en surplomb qui consiste à juger, à expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire, en nous considérant comme naturellement légitimes à cette place-là. Car cela est ni plus ni moins que le poison de l'esprit colonial. On doit se dépouiller des restes de l'esprit colonial qui gangrène notre unité et ne génère que notre malheur. Et maintenant, je voudrais vous dire pourquoi je veux qu'on fasse bloc. Je souhaite de tout mon cœur qu'un programme de rupture nous emmène vers la 6e République. Vraiment. Mais même à l'occasion d'une élection, même si le camp de la rupture emportait des élections présidentielles, même si le camp de la rupture obtient une majorité absolue à l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire que tout commencerait. Car nous serions alors confrontés immédiatement à des adversaires qui décupleraient les attaques à notre encontre. Ce qu'on voit au quotidien dans les médias serait de la rigolade à côté de ce qu'ils déploieraient. L'unité et la mobilisation populaire sont indispensables dès maintenant pour contrer en amont ces offensives. Afin de mettre en œuvre ce projet et aller plus loin si le peuple le décide. Mais encore faut-il qu'il existe ce peuple, c'est-à-dire qu'il se reconnaisse comme une entité politique qui se gouverne elle-même, qui ne se dépouille pas du pouvoir ni de ses droits, qui arrête avec la délégation de pouvoir, que ce soit d'ailleurs avec les élus ou même avec leurs syndicats. Le peuple est concerné au premier chef, il doit être impliqué au premier chef. Le rapport de force en notre faveur se renforcera grâce à cette conscience que nous sommes un peuple uni parce que nous le décidons, un peuple qui ne se laisse plus piéger par les manipulations, qui ne se laisse plus piéger par la stigmatisation d'une partie de lui-même et qui s'insurge contre cette stigmatisation immédiatement, qui n'accepte plus qu'on l'animalise et le traite comme partie négligeable du genre humain. Un peuple focus sur son intérêt, qui est l'intérêt commun, qui est l'intérêt général.